J'ai eu la chance d'avoir été recruté par un grand groupe de cosmétiques français. En comprenant ce qui ne va plus, je comprends vers quoi j'ai envie d'aller. Et en fait, au bout de quelques mois, je rencontre un type qui a un peu le même profil que moi, mais qui a déjà, lui, lancé son restaurant et qui cherche en fait un associé pour en ouvrir un deuxième. Les débuts à Paris ont été très 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 durs. Effectivement, c'était un projet passion. Je l'avais réalisé, j'ai fait plein d'erreurs. Oui, mais ça on connaît quoi. ça fait partie du quotidien quoi. Exactement. Bienvenue dans Focus, moi c'est Dylan, fondateur de Focus Pro, une agence qui aide les pros à scaler grâce à des campagnes publicitaires puissantes et des systèmes d'automatisation bien huilés. J'ai lancé ce podcast pour donner la parole à celles et ceux qui construisent, qui tombent, qui se relèvent et qui avancent vraiment. On parle stratégie, choix difficile, victoire, mais surtout de ce que ça demande en vrai d'entreprendre aujourd'hui. Si tu es entrepreneur, indépendant ou simplement curieux de ce qui se passe derrière les rideaux du business, t'es clairement au bon endroit. Et si tu veux qu'on regarde ensemble comment améliorer tes pubs Facebook, Insta ou TikTok, je t'ai mis un lien dans la description pour réserver un appel offert. Allez, bon podcast. Bonjour et bienvenue dans Focus. Aujourd'hui, je reçois Benjamin. Bonjour Benjamin. Salut Dylan. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci pour ton invitation. Est-ce que tu peux te présenter succinctement ? Oui, bien sûr. Donc Benjamin Pirot, 41 ans. Je travaille depuis 6 ans au sein d'un centre de congrès, un gros centre de congrès à Genève. Ok. Voilà, donc dans l'événementiel, dans la restauration. Ok. Ça fait bientôt 20 ans que je suis dans le monde du travail, avec des expériences diverses et variées. Ouais. J'ai un parcours, on va dire, un petit peu peut-être atypique. D'accord. Une formation assez classique dans le business en France, école de commerce. Ouais. J'ai commencé à travailler comme contrôleur de gestion, contrôleur financier pour un grand groupe cosmétique à Paris. D'accord. Donc basé à Paris quoi. Exactement, parisien de naissance. Ok, ici c'est. Voilà, exactement. Bon, voilà. En plus ça tombe bien parce que l'étoile vient de tomber quoi. Exactement, donc ça faisait assez longtemps qu'on l'attendait. Oui. Mais voilà, parisien de naissance, mais genevois d'adoption. Ok, cool. Voilà, très content de vivre ici en famille depuis 13 ans maintenant. Très bien. Voilà. Donc commencer à Paris. Exactement, commencer à Paris, donc dans un grand groupe de cosmétiques français. Ouais. Contrôleur de gestion. Ça consiste en quoi Ça consiste en quoi? Oui, bien sûr. Donc en fait, ça consiste à s'occuper d'une business unit, d'un secteur d'activité, d'un domaine, d'un périmètre d'activité, on va dire. Et en fait, de tout retranscrire la réalité du business en chiffres. D'accord. Voilà, donc à travers un compte de résultats. Ok. Principalement. Une première expérience très très cool. Ok, donc tu as fait quoi, école de commerce pour arriver à ça? Bien sûr, ouais. Alors une formation classique à la française, hein. Ouais. Classe préparatoire et ensuite école de commerce, business school. Très bien. Et ensuite j'ai eu la chance d'avoir été recruté par un grand groupe de cosmétiques français. Ouais. Et une première expérience assez intéressante parce que je deviens contrôleur de gestion sur une petite marque de cosmétiques sur le marché russe. Ok. Voilà, ça veut dire que tu dois parler russe ou... Je dois pas forcément parler russe, je dois travailler au quotidien avec la filiale en Russie, à Moscou. Okay. Je dois me déplacer régulièrement à Moscou. Ok. Voilà, tous les 2-3 mois. Ok. Intéressant. Donc là, on parle des années 2007, 2008, 2009. Ok. Voilà. Donc pour moi, vraiment, à la fois la découverte d'un job qui m'intéresse, d'un pays que je connais pas du tout, et qui est peu connu. Bon, malheureusement aujourd'hui, c'est... À mon avis, qui est décrié parce que exactement. On connaît un peu la diabolisation sur la Russie. Exactement. Ça m'engage comme moi. Ouais, non, mais je complètement. Parce que tiens, c'est intéressant si on peut faire un petit aparté là-dessus, c'est que justement, vu que tu as été sur le terrain, alors bon, ça fait quelques années maintenant, mais comment fonctionne un peu là-bas l'économie? Alors, c'est intéressant parce que du coup, comme je te le disais, la première fois que j'arrive, c'est donc pour le boulot en 2007, fin 2007. Ouais. Et je me souviens de cette première fois où j'arrive sur la place rouge. Vraiment, je connais rien à la Russie, ni de la culture, ni j'ai personne dans ma famille qui est sensible à ça, etc. Ouais. Et je débarque donc dans un endroit qui ressemble à nulle part ailleurs, qui n'est pas l'Europe, qui n'est pas les États-Unis, qui n'est pas l'Amérique du Sud, qui est vraiment une architecture à part, un style à part, une grandeur. Et tout de suite, je vais dire, je tombe sous le charme. Je suis choqué, mais positivement. Positivement. Et il se passe quelque chose effectivement. Voilà, donc j'ai en fait après j'ai changé de boulot, j'ai changé de trajectoire. Mais pas si vite, Pardon. Donc du coup tu pars en Russie dans le métier que tu apprends. Je pars en Russie, je travaille à Paris, mais tu as des contacts étroits et très réguliers avec la Russie. Ça c'était toujours dans le domaine de ton entreprise parisienne, c'est ça, avec des tout filiales. À fait, du grand groupe. Donc là-dedans tu évolues, je reste 2 ans et demi sur ce premier job, et après j'évolue, mais du coup je quitte le chapitre russe.
on va dire. Je D'accord. change donc, de toujours job, la même boîte, mais je change de périmètre. Ok. Et donc, effectivement, voilà. Le chapitre professionnel avec la Russie se clôt, mais pas forcément le chapitre émocionnel et affectif, parce que tu continues à garder je des continue liens, à y aller. vacances, en vacances, j'y vais aussi pour apprendre la langue. Ah, carrément. 2 fois, okay. ouais. Voilà, j'ai des amis à Moscou. J'apprends la culture, j'apprends la langue. Okay. Encore aujourd'hui, voilà, donc. Très bien. Donc cette première partie de salariat, oui. Donc dans cette grande entreprise, directement j'étais dans le grand bain avec des chiffres, avec des process, avec des réunions, enfin tout ce qui va bien ou pas. Tout à fait. Ça dépend des fois. Voilà. Et après du coup, t'enchaînes comment quoi, Alors donc en fait, après ce premier poste, j'enchaîne un second poste qui est sur du contrôle de gestion moins opérationnel, donc en fait plus éloigné de la réalité du terrain, du business, on va dire plus analytique, plus à consolider des chiffres, plus interlocuteur des filiales, mais vraiment moins en lien avec le terrain, avec le business, et donc pour moi moins intéressant, plus frustrant. D'accord. Parce que voilà, ça me coupe un peu de cette réalité business qui m'intéressait vraiment. Ok. Et pourquoi tu as changé? C'est quoi? C'est la hiérarchie qui a voulu faire changer? Ouais, tout à fait. C'était une évolution, on va dire, assez logique en termes de compétences, en termes d'évolution de carrière. Ok. Mais c'est là où je sens le début de la frustration. D'accord. Assez vite. Vite. Je perds un peu de l'intérêt pour la fonction. Ouais. Je me projette moins. Professionnellement. Ça t'a vraiment émotionnellement complètement castré entre guillemets quoi. Complètement, ça m'a coupé de ce qui faisait l'intérêt, ça m'a coupé de l'élan. Et gentiment, ça t'a amené à me poser des questions. Voilà. À me poser des questions. Je me souviens notamment d'une fois où on se pose toujours la question, quand on voit son chef, son supérieur hiérarchique, on se dit est-ce que j'ai envie de lui ressembler? Est-ce que c'est la direction que j'ai envie de prendre? Ouais. Et en fait, je me souviens m'être posé cette question et intérieurement avoir répondu en me disant en fait non. C'est pas le chemin que j'ai envie de suivre. Pourtant, c'était quelqu'un qui avait une bonne situation, qui était sûrement épanoui dans son business, qui était très compétent, etc. Mais le modèle qu'il projetait, c'était pas le mien à ce moment-là. Ok. Voilà. C'était pas le bon moment, donc du coup ça t'a amené. Est-ce que tu as eu un déclic? Tu as changé de job? C'est quelque chose qui s'est fait progressivement. D'accord. J'ai senti que j'avais besoin d'aide extérieure pour me faire avancer sur un autre projet. Que tu avais déjà lancé non, rien un du side tout. project ou rien du tout. Ah non, frustration, tu commençais à te poser des questions, identification supérieure en disant non, je veux pas ressembler à ça. Tout à fait. Ça m'intéresse pas, enfin à ce moment-là de ma carrière. Exactement. Donc du coup, tu t'es ouvert vers les autres en posant des questions, en disant. Alors ça, mais avec donc oui, je commence à questionner un peu mon entourage, à faire un espèce aussi de bilan de compétences, on va dire. Même si j'avais 25-26 ans, je savais faire 2-3 bricoles, mais pas plus que ça. Pas forcément une idée claire de la direction. Je sais vers quoi je veux pas aller, mais difficile de savoir vers quoi je veux aller à ce moment-là. Pour résumer un peu, voilà. On sait ce qu'on veut pas, mais ce qu'on veut, exactement. Des fois, c'est difficile à définir. Et voilà, et avec une personne de mon entourage, je fais un espèce de bilan de compétences. Ça prend quelques mois. Et tu restes toujours dans la même activité alors? En attendant, je continue, même si c'est compliqué, même si c'est voilà. Lourd émotionnellement. Exactement. Et en fait, en comprenant ce qui ne va plus, je comprends vers quoi j'ai envie d'aller. Voilà. Tu te souviens je me souviens bien. J'avais l'impression, en rentrant dans le bâtiment de la société pour laquelle je travaillais, je vais dire de me travestir un petit peu. Même si tout allait bien, même si je faisais rien de mal, je faisais mon boulot consciencieusement, c'était du bon business, il n'y avait rien de déontologiquement répréhensible, on va dire. J'avais l'impression de plus être moi-même. Passer ces portes-là. Déjà à 25 ans, quoi. Ouais. Intéressant. Ok. Et du coup, je me suis dit, ok, donc ça me gêne, mais qu'est-ce qui me gêne vraiment? Qu'est-ce qui fait que je me sens plus moi-même? Et tu te poses pas mal des questions. Parce que, alors moi, j'étais déjà dans le business à cet âge-là, j'avais déjà lancé des petits trucs, mais c'est vrai que j'avais pas ce questionnement-là, quoi, justement. Si je peux me permettre de. Donc c'est intéressant. Donc 25 ans, tu te mets en. Commence à faire des bilans de compétences. Comme si j'avais 40 ans. À l'âge que j'ai aujourd'hui. Complètement. Tant mieux. Complètement. Et donc je me dis effectivement, qu'est-ce qui ne me va pas et qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux. Et quel environnement je peux créer moi
pour me sentir mieux. Ok. Et en fait, effectivement, je suis arrivé à la conclusion que ce qui ne m'allait pas, c'est que je rentrais dans cet environnement qui était un environnement extérieur, qui ne me correspondait pas. D'accord. Et donc, j'avais l'impression, effectivement, d'aller vers quelque chose qui n'était pas moi. Et en fait, je me suis dit, OK, il faut trouver un business dans lequel c'est toi, en fait, finalement, qui va créer ton propre environnement. Okay. Et en fait, tu vas faire rentrer les autres. Okay. Au lieu, toi, de rentrer dans l'environnement des autres, ouais. tu vas créer, toi, ton environnement et faire rentrer et faire adhérer les autres. Ouais. Et donc, tout simplement, la restauration. Pourquoi ? Ouais. Parce que quand tu crées un bar, quand tu crées un restaurant, quelque part, c'est un peu ton chez-toi. Oui. Ouais, et en fait, c'est les autres qui viennent parce qu'ils aiment être chez toi. C'est juste. Voilà. Et en fait, je pense que c'est après le recul, c'est un peu ce raisonnement qui m'a amené à la restauration, parce que là encore, personne dans ma famille ne travaillait dans la restauration. Ouais, okay. Alors j'aimais bien, comme tout à chacun, comme tout jeune qui commence à bosser, aller boire un coup, aller dans les restos, etc. Mais j'avais pas dans mon cercle proche une réussite de quelqu'un qui avait ouvert un resto, un bar, etc. Okay. Du coup... Donc tu analyses ça après avoir fait tes compétences, après avoir pris des avis extérieurs et tout ça, tu t'analyses que tu veux partir dans la restauration. Oui. Et comment tu franchis le cap justement de où tu es à passer dans la restauration ? Alors déjà j'essaye dans mon entourage de solliciter des gens qui connaissent des personnes qui ont monté des restaurants, des bars. Donc je vais les rencontrer. Ok, étude de marché. Ouais, exactement, étude de marché, comprendre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, le rythme du boulot. J'ai tout à apprendre, j'ai tout à découvrir. Mais tu as cette intelligence en fait d'aller questionner les gens, quoi. Tout à fait. De faire ta propre analyse. Tout à fait. Ok, à 25 ans toujours, 25-26 ans. Ouais, c'est ça. Okay. C'est ça, 27. Ok. Et tu vas questionner les gens. Tout à fait. Qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va, qu'est-ce que tu pourras amener comme solution, peut-être dans ce sens aussi. Et avec aussi la volonté de me dire, il faut, comme je te le disais un petit peu avant, valider cette intuition et valider cette motivation le plus vite possible. Ça sert à rien de tourner autour du pot, ça sert à rien de faire du business plan pendant 15 plombes, de chercher un local pendant 15 plombes. On est d'accord. Non, en fait, Benjamin, tu sais quoi, tu vas démissionner, tu vas retourner vivre chez ta mère et puis tu vas commencer commis de salle. Ok. Voilà. Ah, donc t'as pas ouvert un établissement, tu as appris les bases du métier. Exactement. Ok. Exactement. Parce que je me suis dit, quand même, je me réserve une certaine période pour avoir la crédibilité aussi vis-à-vis ensuite des partenaires, des financiers, de connaître le métier. Okay. Et puis, c'était aussi peut-être un parcours initiatique, de se dire du sang, des larmes, et puis on verra ce que ça donne. Ouais. Mais en tout cas, il ne pourra pas en sortir quelque chose de mauvais. Super intéressant, parce que, alors en fait, Benjamin, 27 ans, 26 ans, son job va bien, alors l'intéresse plus, très émotionnel. Oui. Tout va bien dans sa vie, paf, il passe commis parce que justement, il a analysé qu'il fallait aller dans cette direction-là et partir depuis la base de la base. Exactement. Impressionnant en tout cas. Ouais. Ok. Et puis alors du coup, t'es reparti, t'as trouvé quoi J'ai trouvé. Alors les débuts ont été très compliqués. Okay. Parce que du coup, c'est rigolo parce que du coup, CV porte à porte. Mais moi, j'ai une formation, j'ai un master, j'ai 27 ans. Les mecs, ils me voient débarquer, ils me disent mais qu'est-ce que tu fais là en fait ? T'as un background dans le métier en plus dans le travail. Col blanc. Que tu bosses. Et puis en col blanc quoi. Ouais, c'est ça. Donc les gars, au début, il y a un peu d'incompréhension. Oui. Ouais. Mais tu leur expliques. Ouais. Tu leur expliques, tu dis j'ai envie de me reconvertir. Et puis j'ai envie de te dire, pour faire les postes de tout en bas, ils ne posent pas 50 questions. C'est vas-y, tu commences demain. Ouais. Tu commences demain et puis on verra ce que ça donne. Ouais. Donc des premières expériences assez compliquées parce que le changement d'environnement, le changement de rythme, il est hardcore. Ouais. Si je peux m'exprimer ainsi. Bien sûr. Je me souviens juste d'une anecdote, si je peux me permettre, une anecdote où dans cette période de transition, j'ai fait un extra sur une journée dans un café à Paris, dans un quartier assez sympa. Et faire les cafés, donc avec la machine, le perco, le machin, les cafés spéciaux, les trucs. Et j'ai pas forcément plus formé que ça, donc moyen, je pense. Je pense que le niveau de la prestation était assez moyen. Le café était correct. Voilà, plus ou moins correct. Mais le service un peu moins. Et tu servais aussi ou tu étais vraiment non, j'étais vraiment derrière le buffet là, à ce moment-là, donc tu avais déjà passé la phase de commis alors t'étais déjà... Non, ça c'était avant, pardon. Ah, d'accord. Parce que j'ai testé plein de trucs en fait. J'ai fait commis de salle, mais j'ai fait d'abord une journée comme serveur, une journée comme barman, une journée comme cafetier. C'était vraiment les débuts, ça a été un peu. Le but de ça, c'était pour comprendre le métier depuis sa racine. Mais est-ce que t'as quand même gardé des petites distances dans le côté commis? T'as quand même bossé quelques mois ou c'était vraiment épisodique?
D'accord. Non. Au début, tu as Après, fait un peu de au tout. début, c'était là où on me prenait. Ouais, ok. C'était là où on me prenait. C'était des missions courtes ou des choses ouais, comme ça. ouais. Okay. Donc, c'était là où on me prenait. Et puis après, on m'a gardé une première fois une semaine. Après, on m'a acheté. Après, une deuxième fois 15 jours. De la restauration. Exactement. Après, on m'a acheté. Ouais. Et après, j'ai trouvé une vraie place de commis. Donc, dans un gros restaurant italien dans le quartier d'Opéra à Paris. Okay. Et là, c'était l'usine. Et là, ça a été, en termes de rythme, ça a été un changement radical. Okay. Très, très dur. Très dur. Mais j'en garde le souvenir d'une super expérience. D'accord. Donc là, tu es arrivé, tu as fait ta transition, tu as pivoté pour aller dans le domaine de la restauration, mais tu voulais apprendre d'abord les bases en étant salarié. Et après, que s'est-il passé alors? Tu as fait tes différentes expériences commis? Alors, 2 mois, du coup, là, j'avais trouvé un point de chute. Je fais 2 mois comme commis. Au bout de 2 mois, je comprends le métier. Après, je passe manager dans un autre établissement. Manager de salle. De commis à manager de salle. Ah bah ouais, parce que ça peut aller vite. Pardon. Parce que les gens, ils voient quand même que tu es un peu structuré. Ils voient que tu es fiable. Ils voient que mentalement, ça tient la route. Que tu es respectueux. Que tu es humble. Que tu n'es pas là à arriver. Parce que et tu avais expliqué justement pourquoi tu faisais ça ou pas à ce moment-là ou pas du tout? Pas forcément encore. Parce que c'est quand même compliqué d'arriver dans un endroit où tu bosses depuis 15 jours et à dire que tu vas monter un établissement. Non, mais dans le sens où tu avais expliqué pourquoi tu avais pivoté, parce que comme tu disais, il y a quand même des questionnements en se disant attends, je comprends pas, tu présentes bien, tu as une bonne élocution, tu sais compter. Enfin, je dis pas que les autres savent pas compter, mais comme tu dis, tu as un profil qui sort quand même un petit peu du standard de garçon de café ou des choses comme ça. Oui. Et puis du coup, comme ils doivent comme se dire. J'ai une anecdote qui est énorme. J'ai une anecdote donc dans ce gros restaurant italien. Donc tous les matins avant le service du midi, donc toute l'équipe déjeunait sur une grande table, avant le service du midi. Et donc ça devait faire peut-être une dizaine de jours que j'étais employé. Et puis il y a un serveur qui est assis en face de moi et il me fait mais Benjamin, qu'est-ce que tu fais là encore? Je lui dis écoute, je te l'ai dit, mon métier d'avant ça me convenait plus, j'ai envie de changer. Il me dit Benjamin, arrête. Toi, je sais en fait que t'es un journaliste. T'es un mec qui est infiltré, qui vient faire un reportage sur la France d'en bas et qui est undercover et qui en fait va être là 15 jours. Mais je dis mais non, arrête, je suis comme toi et tout. Il me dit ok, bon dans ces cas-là t'es un mec du fisc. Il voulait pas lâcher le truc. Quoi. Ah ouais, tu viens pour regarder ce qui va pas, les comptes et tout. Non, je suis. Donc tu vois, voilà, j'ai cette anecdote là qui m'a marqué. Oui, c'est vrai que c'est pas faux, rigolo. Comme le profil est atypique, les gens peuvent se demander. Enfin, tu dénotes rapidement, quoi. Donc, exactement. Ok, donc on t'a pris pour un journaliste, un gars du fisc. Exactement. Donc là, tu continues ton évolution dans le domaine de la restauration. Voilà, donc là assez rapidement, du coup, comme je te disais, je deviens manager de salle. Donc je me mets à gérer du personnel, à monter en compétences, etc. Et en fait, au bout de quelques mois, je rencontre un type qui a un peu le même profil que moi, mais qui a déjà, lui, lancé son restaurant et qui cherche en fait un associé pour en ouvrir un deuxième. Voilà, donc pile poil le setup parfait, quoi. Et tu le rencontres comment? C'est par un ami manger ou... Ah ok, d'accord. C'est off, quoi. C'est pas tout à fait. Un client qui commence à parler. Tout à fait. Et donc on bosse ensemble, je viens bosser avec lui. Et tu commences dans son restaurant qui était déjà existant. Voilà, exactement. Donc on développe ensemble. Donc lui fait les shifts du matin, il emploie du personnel, mais lui fait plutôt les shifts du matin, du midi, et moi les shifts du soir. Donc ça se passe très bien parce qu'on développe énormément le soir. Le business et tout, donc il est très content, on s'entend bien. On commence à faire des visites. C'est intéressant le fait parce qu'il y a des fois des gens qui s'associent, mais voilà, qui se connaissent, qui pensaient se connaître, un peu sur le coup de l'amitié, et puis quand ils se mettent au boulot, c'est plus du tout les mêmes réactions. Et là, du coup, le mec t'a dit attends, viens chez moi, là j'ai un restaurant, tu te mets déjà dedans, tu fais ci, ça, puis donc du coup, il peut voir un petit peu tes compétences. Et puis moi, je suis toujours, aujourd'hui, et comme déjà à l'époque, je suis toujours, on se parle. Communication. Exactement, ça joue pas, on se le dit. Et on est en mode solution, on partage un projet. Après, voilà, ça se fait tant mieux, ça se fait pas ou ça se fait pas tout de suite. Si ça se fait pas, c'est que ça doit pas se faire, et si ça se fait, c'est que ça va se faire. Voilà, c'est clair. Voilà, à un moment, faut être un peu philosophe. Donc, on développe l'affaire ensemble, on en visite une deuxième en parallèle. On la trouve. Mais à ce moment-là, je décide pour des raisons personnelles de quitter Paris et de venir ici.
Voilà, parce que j'ai ma compagne. Si tu veux en parler, tu peux en parler. Mais, voilà, qui est ici. Et la décision, tu l'as prise comment? Parce que c'est pas évident. Là, tu recommences un boulot à zéro. Tout à fait. Tu es en ascension. Tout à fait. Vraiment, le truc, les étapes sont franchies. Tu as commencé par balayer. Après, tu as fait l'encaissement. Après, tu as géré les salles et le staff. Après, tu as été associé dans un. Donc, tout s'aligne, en fait. Tout à fait. Et boum, mais bam. Tout à fait. On redémarre à zéro. Exactement. Exactement. On t'aime bien repartir à zéro. Ouais. C'est l'homme de la construction. Quoi. Il met les premières briques après. Hop là. Ouais. Bon, donc, la décision, c'est quoi? C'est la communication. C'est du bon sens. C'est du bon sens. En vrai, c'est du bon sens. C'est du bon sens. Et c'est le sentiment que ma place, elle est plus ici que en fait là-bas. Ok. Et puis du coup, j'arrive à Genève. Je repars de zéro avec ce projet. Tu restes quand même dans le projet de la restauration. Tout à fait. Ok. Donc rebelote, ici j'arrive, je travaille dans les bars, je travaille dans les restos, je me fais mon petit réseau, j'essaie de comprendre ce que c'est un nouveau marché qui est à l'époque, qui est plus petit que Paris, qui est différent, mais qui est à l'époque moins trendy, moins fashion que ce qu'il est aujourd'hui. Je trouve que sur les 15 dernières années, ça, clairement. Donc qui est intéressant, mais voilà, tout est à découvrir. Donc je passe ma patente de cafetier, et puis assez rapidement, je me mets à chercher une arcade. Voilà. Plusieurs mois de recherche, je fais toute la ville, tous les jours, je vais toquer aux portes, comme j'aime le faire, voilà, en mode clac, votre arcade, elle m'intéresse, est-ce qu'elle est à vendre? Si oui, combien? Voilà, moi j'aime bien toujours me mettre dans la réalité. Et la porte, s'il faut la prendre, on la prend tout de suite, comme ça au moins ça fait gagner du temps. C'est ça. Et j'arrive à tomber sur une arcade. Qui est bien placé dans le quartier de Plain-Palais, je dirais pas exactement où c'est. Oui. Mais voilà, avec du potentiel que moi j'identifie avec du potentiel. Et donc disponible. Disponible, je me mets d'accord avec le propriétaire pour la racheter à un prix auquel je peux la racheter. J'ai un concept. Le fonds de commerce, tu parles, le fonds de commerce. Pas les murs. Pas les murs. Et malheureusement, et là je me fais accompagner par un organisme genevois pour la création d'entreprise, etc. Et malheureusement, mon dossier est refusé. Par le propriétaire? Non. Par la banque. Ok. Voilà. Ok. Donc ça, c'est l'été 2015. Donc là, tu redescends. Donc là, je me dis, c'est pas possible. T'as de nouveau fait ton... Oui, surtout qu'à Paris, t'avais réussi à aller... je me dis, ça va, je vais jamais y arriver. En fait, ça fait 3-4 ans que je me suis reconverti. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je retourne à ma vie d'avant? Est-ce que je tente un dernier truc? Est-ce que je fais pivoter? Il faut trouver une solution. Et à ce moment-là, je vois dans le journal que la ville de Genève fait un appel d'offres sur les food trucks. Donc ils avaient déjà testé 5 emplacements, 5 concepts de food truck depuis quelques mois. Et là, en fait, ils ouvrent 5 places supplémentaires, donc 10 au total. Et donc, ils vont sélectionner 10 food trucks sur appel d'offres. Je me dis, j'ai pas de food truck. ça commence bien. C'est pas mal. Ça part pas très bien. Mais j'ai un concept de restaurant. J'ai un chef. J'ai des contacts avec des fournisseurs. J'ai un projet qui est clair. Je me dis, go pour le food truck, ça coûte rien de tenter. Là, je contacte des amis à moi qui ont des food trucks à Paris, en France. Je vais les voir direct. Donc toujours chercher l'information. Direct à la source. Je vais faire 2 jours dans un food truck avec un mec à Paris. Du Benjamin, quoi. Voilà, exactement. Benjamin, il va faire commis, après il va faire... mais c'est bien, donc toujours dans la réalité des choses, quoi, comme tu dis, quoi. Toujours dans un petit moment d'analyse, puis toujours l'action, la réalité. Et après voilà. Puis tu redéfinis en fonction des expériences vécues, quoi. Exactement. Donc là, 2 jours dans un food truck à Paris. Voilà, je vais voir j'identifie des constructeurs aussi de food truck, donc je vais voir il y en a 3. Alors je me dis, je vais faire sur France. Malheureusement, ce sera moins cher que sur Suisse. En plus, sur Suisse, il n'y en a pas. Je suis pas à ma connaissance. Donc, je me dis, je vais voir les 3, je vais voir les usines, je vais voir les trucs, j'essaie de comprendre un peu. En 2 mois, je me forme là-dessus. Je candidate pour l'appel d'offres. Et puis je suis sélectionné. Et pendant ces 2 mois, tu travailles quand même à côté, quoi. C'était bien sûr. D'accord. Bien sûr. Et puis de toute façon, il y avait des époques où quand j'étais à cette période-là, j'avais souvent 2 jobs. Donc je travaillais le soir dans un bar, je terminais à 2h du matin, je faisais des ouvertures sur un autre établissement à 7h. Tu montais ton projet, tu téléphonais au fournisseur pour dire voilà. Une machine, quoi. Voilà, c'est ce que m'a appris la restauration. Oui, c'est clair, c'est un milieu très exigeant, quoi. Très bonne école. C'est juste. Et j'en ai fait aussi à certains moments, et
c'est vrai que c'est formateur, quoi. Très formateur. Et effectivement, tu as des heures, hein, tu comptes pas tes heures. Non, c'est vraiment formateur. Ah ouais. Après, peut-être qu'on en parlera pour ce que ça m'a apporté sur le reste, sur plein de choses. Mais, oui, parce que tu as un parcours un peu, justement, école de com, chiffres et tout ça. Après, tu passes dans la restauration. C'est pas forcément évident de voir le lien, tu vois ce que je veux dire. Donc, mais là, pas forcément. Tu apprends des compétences sur le terrain. Oui. Donc là, tu arrives ton food truck 2 jours à Paris pour voir comment ça passe. Tu prends les fournisseurs pour construire ton food truck. 2 mois, c'est plié. Tu envoies ton appel d'offres. Je réponds à l'appel d'offres et je me dis go, on lance la fabrication du food truck. Avec l'assurance de rien. Avec un food truck qui peut arriver comme ça pour faire les petits barbecues le week-end avec la famille. C'est à peu près ça. Donc je me dis, il faut avoir l'appel d'offres. Parce qu'en même temps, si tu avais la réponse positive, tu pouvais pas dire attendez, j'ai mon food truck en construction. Exactement. Là, il te rigonait. Exactement. Donc il fallait lancer, mais il fallait que ça fonctionne. Ouais. Voilà. Alors là, je sais pas, tu as remis ça en quelle main, quoi, au niveau de la réponse, parce que franchement, tu avais des indices à l'intérieur de l'état de Genève. Non, les miennes. Ok. Ton intuition, quoi. Exactement. Ouais. Et puis je trouve que parfois c'est bien de se mettre dans une situation un peu d'urgence où on est obligé de faire preuve de créativité et puis voilà. Et puis ça se trouve si ça avait pas marché, au final ça a fonctionné parce que j'ai été sélectionné. Ok. Donc dans les 10 food trucks, ils en avaient mis 5 en place, ça avait fonctionné. Et donc là, ils en avaient ouvert 5 de plus. Donc ton food truck est toujours en construction à ce moment-là. Exactement. Donc je dois convaincre quand même la ville de Genève de me sélectionner alors que je suis le seul dans les 10 qui a pas de food truck. Voilà, qui a pas de food truck physiquement, qui a son expérience, qui a tout ça, mais voilà, donc j'y arrive. Ok. Quel est l'argument? C'est une bonne question, j'en sais rien. Je pense que le sérieux du dossier, j'espère. Ok. Ah, t'as pas été confronté physiquement à ces gens en disant vous commencez lundi. Si. En fait, je leur ai dit. En fait, c'était pour un début. Je crois que c'était le 1er mars. Et le food truck il devait sortir de l'usine le 1er février. Donc c'était nickel. Et ça a été accepté quand les candidatures? Sûrement, je sais plus exactement, janvier, mais comme ça, voilà, janvier. Ok. Quoi. Puis ils faisaient un entretien physique entre temps. Bien sûr. Okay. Bien sûr. Il y avait dossier, il y avait entretien physique. Je leur ai dit voilà, le plan, j'avais les plans, c'est moi qui avais dessiné l'intérieur du camion. C'est moi qui avais tout fait. Ils ont compris que c'était en construction. Ils ont compris que c'était carré, ils ont compris que là où je voulais en venir, le concept leur a plu, donc ils m'ont fait confiance et je les en remercie. Ouais, oui. C'est pas évident, hein. Des fois ça tient à rien, quoi, comme tu l'as eu pour la banque par rapport à ton restaurant. Et je pense que tu sais même pas pourquoi c'était refusé. Je pense que tu n'as pas eu de réponse convenable, quoi, on va dire. D'autant qu'après cette arcade-là, ils m'ont dit on croit pas dans l'arcade. Et l'arcade aujourd'hui, depuis 7-8 ans, elle est exploitée par un restaurant qui fonctionne très bien à cet endroit. Donc, il y en a qui ont du nez quand même. Il y a des banquiers qui ont du nez, quoi. En tout cas, ça a validé mon intuition. Tant mieux s'il y aurait quelqu'un d'autre qui en profite. Donc tu as rebondi sur le food truck, tu as été validé sur le food truck. Et là, on arrive au début où justement, tu n'as pas forcément l'expérience, même si ça ressemble à de la restauration. Enfin, ça reste de la restauration. Tout à fait. Donc tu reçois ton food truck. Et go, on ouvre pas de problème, donc le food truck est comme il veut. Il est bon, après il y a pas mal de quelques petits soucis, mais on se lance, on commence, ça fonctionne, l'outil de travail est bon. Les gens répondent. Les gens répondent. J'ai la chance d'avoir des super emplacements puisque c'est la ville qui a sélectionné les emplacements, donc c'est quand même assez cool. Et donc tout de suite ça part. Ça part comme ça doit partir. Ok. Et là tu restes en fonction combien de temps alors? 4 ans. Ok. Voilà. Qu'est-ce qui fait que donc ça évolue chaque année? En fait, il y a 2 tournus différents. Donc, une première année, tournus A, deuxième, tournus B. Troisième année, tournus A et quatrième année. Est-ce que tu peux expliquer ce que ça veut dire, tournus A, tournus B? Si tu veux, en fait, la ville avait fait les choses très bien. C'est-à-dire qu'elle avait c'est rare, pardon. Elle avait sélectionné. Donc, en fait, chaque lundi, j'étais au même emplacement. Chaque mardi, j'étais à un emplacement différent, mais au même. Chaque mercredi, au même. Donc, en fait, ça veut dire que ça permet vraiment de fidéliser la clientèle, puisque les gens savent exactement quel jour, quel concept. C'est cool. Voilà. Donc, ça a été vraiment bien fait. Donc, on peut fidéliser, on peut développer. Et ça, c'était en disant effectivement, on est là tous les mercredis. Le lundi c'est mexicain, le mercredi c'est italien, c'est hawaïen. Ok, donc une bonne gestion de la ville, avec une bonne proposition sur ton produit. Et puis après, donc 4 ans d'exploitation, qu'est-ce qui se passe? Alors qu'est-ce qui se passe? Comme on en avait déjà parlé, je te dis, dès le début c'est bien parti. J'ai eu un chiffre d'affaires qui était à peu près stable.
qui a pas forcément augmenté d'une année sur l'autre parce que j'avais ce tournus le midi. Après, j'avais toute une partie événementielle ou toute une partie, on va dire, event privé le soir, le week-end, principalement sur les beaux jours, bien sûr. Bien sûr. 2 fois le paléo, les street food, etc. Donc, ça te permet de gonfler ton chiffre d'affaires. Mais j'étais limité par la taille de mon outil de travail, par le food truck. J'avais pas... j'ai pas assez développé mon outil de production. Le concept était bon, les produits que je vendais étaient top, la réalisation était très bonne, mais j'avais pas des bases suffisamment solides pour développer plus que ce que j'ai fait. Quand tu dis développer plus, c'est quoi? Faire d'autres camions? D'autres camions, un laboratoire, plus par exemple. Alors déjà, plus vers le haut, mais aussi une base plus solide. C'est-à-dire qu'en restauration, il te faut, si tu veux passer un certain cliquet, il te faut un labo de production dans lequel tu produis de manière massive. Mais moi, j'avais un concept qui se prêtait pas forcément à ça parce que c'était beaucoup de choses fraîches et faites minutes devant le client. Donc, c'est hyper cool parce que tu as vraiment l'expérience, le live cooking. Pour le client, c'est top. Mais effectivement, pour la scalabilité, c'est compliqué. À moins de faire pivoter le concept et de partir sur un autre produit. Mais j'ai été un peu peut-être prisonnier de ton produit, de mon produit et de mon concept. Et pourquoi tu n'as pas justement intégré un autre produit à ce moment-là qui était plus dans le domaine où tu pouvais créer une cuisine un labo peut-être parce que j'ai pas voulu dénaturer le concept, j'ai peut-être été un peu trop puriste. Les puristes. Un peu trop c'est ça, idéaliste. Et peut-être aussi parce que comme on en avait aussi parlé, j'étais trop seul. Et que c'est assez marrant parce que maintenant qu'on a le parcours de ton histoire où à chaque fois tu t'es retourné vers des tierces personnes qualifiées ou non, peu importe la famille ou des professionnels dans le secteur d'activité que tu voulais avoir les informations. Là du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu n'aies pas eu ce réflexe-là en te disant bon, moi j'arrive à un plafond, j'arrive pas à mettre ma proposition culinaire dans une cuisine de production parce que voilà, pour scaler tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé alors à ce moment-là? Est-ce que tu as une idée ou tu as un souvenir? Je pense que j'étais accaparé par le daily business déjà. J'étais fatigué. Ça faisait 4 ans que je portais le projet, que je le développais, pas forcément assez bien entouré là pour effectivement. Et effectivement, j'y voyais plus vraiment clair. J'aurais pu scaler. J'aurais pu passer le cliquet, mais ça demandait des fonds que j'avais pas forcément, des efforts que j'avais peut-être plus forcément envie de faire. D'accord. Voilà, aussi très concrètement, on va se dire. Parce que par rapport à ton parcours, est-ce que tu as exprimé effectivement, il n'y a pas d'obstacle pour toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand tu as une idée, tu passes d'un revenu confortable dans ce que tu étais dans la cosmétique, la grosse entreprise, à un truc de commis. Tu te renseignes auprès des gens pour avoir les informations qui sont pertinentes par rapport à où tu veux aller. Et là, donc, tu penses au bout d'un cycle, tu arrives au bout de... Tout à fait. D'accord. Je pense que, effectivement, c'était un projet passion, quelque part. Je l'avais réalisé. J'ai fait plein d'erreurs. Mais ça on connaît, quoi. ça fait partie du quotidien, quoi. Exactement. Mais effectivement, je pense que j'avais aussi le sentiment d'être arrivé au bout. Alors, j'aurais pu, effectivement, ouvrir un restaurant, peut-être ouvrir un deuxième food truck, un troisième food truck, attaquer Lausanne, Nyon, le canton de Vaud. Voilà. Mais il me fallait quelqu'un de confiance. Donc c'était peut-être une prise de risque, des mois à galérer. Et en fait, je me suis dit stop. Mais il y a eu un élément qui a fait que tu t'es dit stop ou... Hormis la charge émotionnelle, parce qu'effectivement, tu es H24 dedans, tu penses à H24. Il y a eu la charge émotionnelle. Mais il y a eu aussi... Et toi qui analyses d'habitude le côté rationnel. Le côté rationnel. De se dire, le salaire est correct, mais je ne pourrais pas le multiplier par X. Ou alors tu sentais tu avais atteint un plafond un plafond, exactement, je sentais le plafond de verre. Et puis tu n'as pas cherché la solution alors pour le dépasser? Parce que d'habitude tu la cherches. Tout à fait. D'accord. Bon, après peut-être quelque chose de personnel que tu veux pas changer, mais écoute, non, franchement je le dirais, je serais transparent, mais effectivement peut-être tout simplement l'impression d'être arrivé au bout de l'expérience, au bout de quelque chose. Et du coup après cette expérience, tu as pivoté sur quoi? Du coup c'était à une époque où personnellement, ma compagne avait elle aussi ressentait le besoin de se reconvertir à son tour. En milieu professionnel, tu dis? Tout à fait. Donc il fallait de la stabilité. J'étais plutôt en recherche de stabilité professionnelle à ce moment-là. Donc là, ta compagne t'avait laissé faire ce que tu voulais entre guillemets en termes de business. Exactement. C'est elle qui stabilisait le foyer.
en termes de finances aussi, je pense qu'elle travaillait. Et là, elle t'a dit, bon... c'est mon tour. Allez, moi aussi, je vais essayer, quoi. Exactement. Et pourquoi pas avoir fait quelque chose en commun, alors? Elle a de l'expérience, enfin, si je peux me permettre. Non, dans un milieu, dans un secteur d'activité complètement différent. Ok. Elle a voulu se lancer dans un business aussi ou... Ouais. Ok. Elle aussi, en indépendante, mais rien à voir. Rien à voir. Donc, effectivement, comme tu dis, une discussion, enfin des discussions. Ouais. Et puis, effectivement, je lui ai dit, bah, go, toi, tu m'as encouragé, tu m'as supporté pendant tout ce temps. Génial. Voilà, à ton tour. Okay. Et puis, à mon tour, d'apporter de la stabilité et de te laisser... t'envoler, petit papillon. Exactement. Ok, cool. Donc, on parle souvent de succès, on parle souvent quand tout va bien, hein, c'est pas un problème. Mais est-ce que toi, tu as eu un échec qui t'a marqué pendant ce parcours, qui a fait que vraiment tu as dû être résilient par rapport à cet échec qui s'est passé? Est-ce que tu as quelque chose qui te vient en tête que tu pourrais partager? Alors, un échec... échec, après tu peux déterminer le mot comme tu veux, tu vois, mais pour ça, quelque chose de marquant qui soit plutôt négatif, sur lequel tu as réagi. Quelque chose de marquant, c'est que cette expérience entrepreneuriale, pour moi, elle a été très enrichissante d'un point de vue business, parce que je me suis confronté à un marché, j'ai construit quelque chose de A à Z, voilà, mais elle a été aussi très intéressante d'un point de vue psychologique, parce que je me suis rendu compte que parfois je me suis saboté, que j'ai fait preuve d'auto-sabotage. Je vais te donner un exemple très concret sur mon pricing. Donc mon concept, c'était de vendre des sandwichs à la chair de homard. C'est compliqué de parler de ça. Ouais, grave. Parce que tu mets de toi dedans et tu te dis mais pourquoi j'arrive à vendre ça à ce prix-là. Exactement. Et pour moi, c'est un des... Encore aujourd'hui, c'est une de mes difficultés. Je pense que ça c'est intéressant parce que ça concerne pas mal de monde. C'est vrai que quand tu mets un produit un service, un produit, une formation, peu importe, quelque chose en place, c'est vrai que tu te dis, tu as tendance à te dévaluer en disant mais je le mets à 19 parce que je pense qu'à 59 ça passera jamais. Exactement. Et c'est souvent là qu'on fait une petite erreur. Hein. Exactement. Donc, et comme je te le disais, ça a été ma grosse erreur psychologique, je pense, un espèce de biais parce que je vendais à peu près 10 000 sandwichs par année. Ça fait du sandwich. Voilà, ça fait du sandwich. Et tu te dis que si tu le mets 2 ou 3 francs plus cher, ça change pas forcément grand chose pour le client. Par contre, pour toi, ça change tout. Non. Ça change tout. Et surtout, vu la qualité que je proposais, c'était imbattable. Et tu n'avais pas de remarques clientèle ou fournisseur qui te disaient mais attends, j'ai n'importe quoi, le sandwich, je peux le mettre 20 Alors, la seule personne qui me faisait une remarque, c'était ma compagne. Et elle me l'a dit assez vite. Elle me l'a dit, Benjamin, tu vends pas assez cher. Benjamin, tu vends pas assez cher. Et moi, j'avais hyper peur de ça. Et je te jure, j'avais un espèce de cauchemar de me dire Benjamin, il va passer le prix de son sandwich de 18 à 25, ce qui, d'un point de vue commercial, se justifiait totalement. Mais je me disais, je vais ouvrir le vent de mon food truck et il n'y aura plus personne. Et ça, tu le vivais dans tes nuits, quoi. Tu cauchemardais de ça. Complètement. Tu te voyais ouvrir le vent. Exactement, et plus personne. Donc et en fait, ça m'a bloqué. Ça m'a complètement bloqué. Mais je l'ai fait. Pas eu d'autres personnes qui t'aient dit les clients peut-être pas parce que c'est dans leur avantage d'avoir un produit premium à un prix plus qu'intéressant. Et des fois je me disais c'est un fournisseur en disant mais tu le vends combien ton sandwich, puis ils t'ont pas dit mais tu peux le faire et pourtant j'étais contrôleur financier auparavant, donc je savais rationnellement que pour les autres exactement, mais pour soi exactement. Et donc pour moi c'est l'erreur, je vais pas dire principale, mais effectivement donc c'est pas un échec sur lequel réellement tu as rebondi, c'est plutôt quelque chose qui t'a suivi tout au long de ton parcours. Exactement. Mais un échec qui t'a vraiment un moment on va dire stoppé, tu vois ce que je veux dire, dans ton évolution, dans tes relations professionnelles, et puis sur lequel tu as dû rebondir, donc faire preuve de résilience, qui a fait que tu as passé un autre cap, tu as pivoté ou les débuts à Paris ont été très 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 durs. Donc c'est pas vraiment une erreur. Je me suis jamais dit que je m'étais trompé. Je me suis jamais dit que malgré les difficultés, malgré les rapports humains hyper compliqués qu'il y a eu, je me suis jamais dit que je m'étais trompé. Je me suis toujours dit que justement j'avais pris la bonne décision et que c'était peut-être sûrement un mal pour un bien. Si l'erreur, peut-être comme je t'ai dit, comme on discutait, la solitude de l'entrepreneur pendant ces 4 années, effectivement, ou trop dans l'opérationnel, trop dans je pense que ça peut être ça, t'avais pas le temps de lever la tête, d'aller voir des gens, trop aussi à me dire, en fait, ce que je fais, c'est bien, et ça l'était, et du coup, faut pas trop parler, faut pas trop communiquer. Aussi, erreur d'investissement.
C'est-à-dire que, comme je te le disais, j'ai pas suffisamment investi et en moi-même pendant cette période, et aussi dans les structures, et aussi dans la com. En toi-même, à quel niveau tu parles? Formation, réseautage. Ok. Mais ça, c'est parce que tu manquais de temps, simplement. Je manquais de temps, je manquais un peu de trésor, même si j'en avais. Ouais. Et j'avais peut-être cet état d'esprit qui à un moment a basculé et qui n'était plus orienté croissance. Comme je te dis, je pense que je me suis un peu limité, je me suis saboté, et je me suis dit, ok, joue la sécurité, ne prends plus de risques, mais du coup, quand tu commences comme ça, tu continues, il n'y a pas de statu quo, c'est soit tu risques, et puis si tu arrêtes de progresser, après ça devient compliqué. Ok. Et c'est à ce moment-là où ta conjointe a émis l'envie de démarrer quelque chose, quoi. Exactement. Donc du coup, ça coïncidait bien aussi, quoi. Tout à fait. Ouais, ok. Tout à fait. Et comment tu gères justement, toi, les moments de pression, les moments de doute, alors justement la solitude de l'entrepreneur, parce que tu l'as ressenti. Comment tu as géré ça? Alors, tu n'as pas eu le temps de te mettre dans des after-work, networking, etc. Mais non. Est-ce que tu as une petite... l'idée, c'est de toujours rebondir. C'est de toujours essayer de rebondir et d'enclencher quelque chose de nouveau, d'enclencher d'être dans l'action. D'accord. Donc s'il y a quelque chose que la restauration t'apprend, c'est quand même la gestion du stress. Oui. Voilà, ce qui est rigolo, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un métier qui est facile. Ouais. Quand on est assis au restaurant, quand on est servi, quand on est servi, on pense souvent que c'est facile, et que autant que ce que le gars a préparé, que ce que le gars sert, que c'est facile. Et donc tu as appris à gérer le stress dans la restauration. Exactement. Okay. Et donc tu fais pas de yoga, ou tu vas pas faire je fais beaucoup de sport. l'Everest ou des choses comme ça. Je fais beaucoup de sport. Là, j'ai terminé un marathon il y a 3 semaines. Donc ça... besoin de gérer aussi exactement. Gérer cette pression, ce stress. Tout à fait. Tout à fait. Et qu'est-ce qui t'aide justement à rester motivé? Est-ce que c'est une vision, des inspirations qui t'aident à garder le cap? C'est une bonne question. Donc j'ai eu 41 ans il y a quelques mois. Ouais. La crise ou pas? Écoute, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, parce que crise c'est connoté un peu négativement. Moi je le vois d'une manière plutôt très positive. Je trouve que la remise en question devrait être, personnellement, assez quotidienne, quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc après, il faut pas se torturer le cerveau, mais je pense qu'une petite remise en question régulière, c'est quand même important, quoi, pour continuer à avancer, hein. Tout à fait. Moi, je fonctionne comme ça, quoi. Mais, pareil. Donc, ok. Pareil, mais tu vois, avec en plus la réflexion qui est de se dire, ok, j'ai 41 ans, comme je te disais, ça fait 20 ans que je bosse. En fait, aujourd'hui, chaque jour compte. Ok. C'est-à-dire que quand je me suis reconverti il y a 15-16 ans, j'avais déjà, je pense, sans me vanter ni quoi que ce soit, mais une certaine maturité, une certaine vision aussi quelque part, même si j'ai sûrement perdu du temps aussi en route. Oui, bien sûr. Mais j'avais peut-être... mais aujourd'hui, j'ai 41 ans, chaque jour compte, j'ai envie de progresser chaque jour. Ok. Est-ce que tu as changé un peu tes priorités par rapport à ça? Est-ce que maintenant tu t'accordes plus de temps à toi-même, donc c'est-à-dire pas forcément au boulot, à faire des choses, à développer des choses, ou à ta famille, ou à tes proches, ou des choses comme ça, ou c'est vraiment plutôt une conscientisation dans le milieu professionnel en se disant voilà, chaque jour compte, donc maintenant je vais arrêter de faire... essayer de limiter les dégâts, quoi. Alors chaque jour compte, du coup chaque jour est organisé. Très bien. Il y a des tâches à accomplir chaque jour. Ok, qui sont faites la veille ou... Qui sont faites la veille. Très bien. Qui sont notées la veille. Ouais. Bon petit tips. Organiser ses journées. Exactement. T'es pas le seul à le dire, hein, mais c'est vrai que c'est important de le rappeler. Alors moi je le fais depuis quelques années, et clairement... T'as vu la différence? Ouais, j'ai vu la différence. Il y a aussi autre chose, c'est limiter l'alcool. Ouais. Bon, si tu ouvres un bar, c'est peut-être pas la bonne. Alors voilà, du coup, c'est pas le bon délire, mais bon, après, voilà, maintenant que j'ai un peu, alors que je suis toujours dans ce milieu-là, mais j'ai l'impression, depuis que alors j'ai pas forcément un gros buveur, ni quoi que ce soit, mais depuis que j'ai limité ça, ou même arrêté ça, par période assez large, j'ai l'impression d'avoir une activité qui est bien plus élevé que par le passé. Tu as une stabilité émotionnelle qui est bien plus importante. Tu as une plus grande clarté. En fait, donc je recommande, en fait, sans faire la 7 ni quoi que ce soit, parce que j'aime bien, comme tout le monde, boire un petit coup de blanc, boire une bière, mais en tout cas me générer des plages
où c'est boulot, focus, sans... Oui. sans voilà, je ne le redirai pas une fois de plus. Non. Mais surtout que t'es pas payé pour le dire. Exactement. Ok, donc tu organises tes journées. Exactement. Et puis c'est dans ce sens-là où tu disais que tu as conscientisé le fait de maintenant j'ai 41 ans. Exactement. Voilà, la prise de conscience à 40 ans. On dit qu'on a une petite prise de conscience à 40 ans, donc il y en a qui remettent toute leur vie en question. Moi pas. Pas forcément toi, mais tu t'es dit maintenant, chaque jour compte, donc j'organise mes journées, je les optimise en termes de réalisation, etc. Tout à fait. Okay. Tout à fait. Et au vu de ton parcours, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui se tâte à se lancer justement dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que tu lui dirais pour le motiver à passer le cap? Je lui dirais que clairement ça vaut le coup. Ouais. Que avec le recul, être salarié, je pense qu'à moyen terme, c'est le pire des calculs. Ok, tu saurais expliquer pourquoi? Ouais, parce que je pense qu'on en avait discuté. Je te dis, ça fait 20 ans que je bosse aujourd'hui. J'ai été la plupart du temps salarié, même si j'ai eu des expériences entrepreneuriales qui ont été marquantes. Ouais. Et aujourd'hui, en termes de... Je ne vais pas dire de réussite parce que le mot est un peu pompeux, ouais. Mais en termes de situation, je ne suis pas encore là où j'aimerais être. Okay. Et je me dis, peut-être bêtement ou peut-être que je suis dans l'erreur, mais que si j'avais fait 20 ans d'entrepreneuriat non-stop, je serais plus haut aujourd'hui. Il y aurait sûrement eu plus de hauts et de bas. Ouais. Ça aurait été moins linéaire. Ok. Oui. Mais il y aurait eu plus... je pense que la réussite en entrepreneuriat est exponentielle. Ok. Donc, plus tôt on commence, mieux c'est. D'accord. Donc. Plus tôt on se tape des gadins, mieux c'est. Clairement. Après, il faut être entouré, il faut s'organiser, il faut de la résilience, il faut une vision. Certains états d'esprit, effectivement, qu'on n'a peut-être pas forcément à 20-25 ans, mais c'est vrai que c'est la période, pour moi, entre 20 et 30 ans, de mon avis aussi de mon expérience, c'est qu'entre 20 et 30 ans, tu as moins de charges, tu as moins de ci, tu as moins de ça. Exactement. Et tu es plus en forme psychologiquement, tu es plus en forme physiquement, tu as plus la niaque, tu vois ce que je veux dire. Tout à fait. Et comme tu dis, c'est là où il faut se prendre les râteaux. Exactement. Où tu peux te permettre de prendre les gadins. Aujourd'hui, j'ai 2 enfants, j'ai une compagne, etc. J'ai en tout cas des frais. Donc tout se prépare, s'anticipe plus en amont. Ouais. Ça peut être des freins, quoi. Exactement. Donc pas hésiter vraiment à passer le cap et comme tu l'as souligné me concernant, aller discuter les gens, aller voir tout simplement les gens qui l'ont fait, qui ont fait ce que tu as envie de faire, qui est un des gros conseils de l'entrepreneuriat. Ouais, c'est ça, aller chercher à la source, quoi. Exactement. Tu vas pas demander à un plombier qu'est-ce qu'il pense des salades et vice versa, quoi. Exactement. Donc, et ne pas non plus trop écouter les gens qui n'ont pas fait. Ok. On est d'accord là-dessus. Donc du coup, se mettre dans l'activité, de profiter de se lancer le plus vite possible parce que plus vite tu auras pris tes portes et tes noms et ce qu'il faut prendre, mieux c'est. Tu auras plus l'énergie de passer les caps aussi. Moins de responsabilités à titre privé parce que tu n'as pas forcément de famille et tout ça, d'environnement auquel il faut apporter un confort financier. Et après, de prendre avis autour de soi. Mais effectivement, de savoir à qui tu parles. Exactement. Et pas écouter n'importe qui te donne son avis sur un truc qu'il n'a jamais fait ou qu'il ne le fera jamais, quoi. Donc, exactement. Aller à la source, quoi. Exactement. Et être indulgent vis-à-vis de soi-même et être patient. Patience et indulgence. Exactement. Okay. Alors là, on arrive au moment tarot de l'émission, donc le moment que j'ai appelé Diana, en souvenir à Diana qui est passée dans ce podcast. Donc voilà, je te laisse tirer une petite carte. Il y a une petite question dessus. Si tu l'as déjà répondu pendant l'entretien, tu peux changer de carte. Ça, c'est une bonne question. Si tu peux la lire à haute voix aussi, s'il te plaît. Qui aimerais-tu avoir comme mentor? Ouais. Est-ce que tu y as pensé? Est-ce que tu en as... Alors, vaste question. Est-ce que quand tu lis la question, il y a quelqu'un qui te vient à l'esprit ou pas du tout? Il y a forcément les gros connus américains, par exemple un Musk, mais avec lequel, qui par ses réalisations est quand même incroyable, par sa capacité à savoir rebondir est quand même incroyable, par sa psychologie un peu hors norme est aussi incroyable. Après, des gens dans la restauration, il y a aussi des gens qui ont des parcours des parcours de dingue. Un ou une Oui, j'en ai un en tête. C'est une des premières personnes d'ailleurs que j'ai rencontrées quand j'étais à Paris. Quand j'étais, donc c'est une personne qui s'appelle Olivier Bon, qui avec ses 2 associés en fait ont été les gars qui ont relancé il y a une grosse quinzaine d'années les bars à cocktails à Paris. Ok. Et en fait, ils ont cartonné.
D'accord. Et en fait, on avait une connaissance en commun et il a eu la gentillesse de me recevoir voilà, quand j'avais 25-26 ans, avant de me lancer. Ouais. Aujourd'hui, ils ont des hôtels, ils ont des bars dans l'Europe entière. Okay. Voilà, ils ont énormément de succès. Ils ont scalé de manière incroyable. Okay. Donc, et lui, tu l'as suivi, tu as eu des infos régulièrement? Il m'a reçu deux fois. Okay. Il m'a permis d'échanger avec lui, d'aller dans ses bars et tout. Je lui ai posé toutes les questions possibles. Et je me souviens notamment... avant en fait de le voir en physique, je l'ai eu au téléphone. Ouais. Et en fait, il m'a raconté au téléphone pendant plus d'1 heure le lancement de leur premier bar. Ok. Et en fait, je me souviens avoir raccroché. Je me souviens en avoir rien que d'en parler, j'ai des frissons. Ouais. Et je me souviens raccrocher et il m'a dit OK, go, je me lance. Ok. C'est pour vivre des choses comme ça que ça vaut le coup de se lancer. Ok. Et c'était une histoire incroyable. Donc, Olivier Bon. Ouais, exactement. Si nous regarde, on salue bien sûr. Ouais. Donc vraiment, encore aujourd'hui, je me souviens de cette discussion. Ouais. Et un mentor comme ça, ça vaut lourd. Ok, cool. En tout cas, merci d'être venu, Benjamin, et d'avoir échangé sur ton parcours. Merci beaucoup. Et à bientôt. Avec grand plaisir. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao, Dylan. Merci. Merci à toi. Merci d'avoir écouté Focus. Si cet épisode t'a parlé, partage-le à quelqu'un qui en a besoin. Abonne-toi pour recevoir chaque semaine une bonne dose de vrai, de galère, de réussite. Et surtout, lâche rien. À très vite.